Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur les enjeux pour vos transformations en 2026. Je suis Jean-Marc Cazeneuve, associé Anthrope, et je suis ravi d'être aux côtés de Jean-Charles Inglaise, associé Anthrope, et Frédéric Darentière, qu'on ne présente plus, qui est un spécialiste des projets et des transformations. Alors pour ceux qui nous ont rejoints, vous voyez apparaître sur l'écran un QR code qui en fait, vous pouvez le flasher avec votre mobile et ce QR code va vous poser une question très simple qui est, et en un mot, si vous deviez résumer le ou les enjeux de votre transformation pour 2026, quels seraient-ils? Donc on va vous laisser scanner ce QR code quelques instants et on prendra le temps de débriefer vos réponses dans quelques instants. Et pour avancer, eh bien, je vous propose de présenter donc nos intervenants. Frédéric Darentière. Je te laisse te présenter, Frédéric. Oui, bonjour à tous. Merci de m'inviter dans ce webinaire. Donc moi, j'ai plusieurs casquettes finalement. Je travaille pour le groupe Renault toujours à mi-temps et je suis expert dans le domaine des projets. Et c'est un sujet qui mobilise beaucoup de transformations depuis de nombreuses années. Donc j'ai beaucoup d'expérience sur les transformations internes du groupe. Je suis également président de manière bénévole de l'Association française de management de projet, qu'on appelle la SMAP. Voilà, et puis je suis aussi un peu en activité maintenant à mon compte, dans des activités de consulting sur les transformations en particulier, mais pas que. Voilà. Merci, Frédéric. Merci. Bonjour à Jean-Charles. tous. Je suis associé à Anthrope et puis je m'occupe chez Anthrope du pilier projet, programme, portefeuille et donc qui contribue notamment aux grandes transformations. Voilà, avec un passé beaucoup dans l'industrie et j'ai le plaisir d'animer un des groupes de travail de la SMAP avec Frédéric sur le sujet de la transformation. Donc, Merci, messieurs. Jean-Marc Cazeneuve, très rapidement, associé Anthrope, et je suis simplement monsieur Loyal. Et mon job aujourd'hui sera de m'assurer qu'on va tenir notamment le timing. Alors, en parlant de timing, quel est l'agenda de notre session aujourd'hui? On va commencer un peu avec une introduction du sujet, de façon assez générale, et puis on va aborder avec vous rapidement quelles sont les tendances lourdes et les enjeux qui se présentent spécifiquement pour 2026 et pourquoi c'est important. Et puis après, on verra en fait comment répondre à ces enjeux en évoquant quelques exemples de transformation et les actions clés en fait à avancer pour accompagner ces transformations. Et puis, et c'est une première dans nos webinaires, on veut consacrer une vingtaine de minutes à des échanges avec vous, les participants, et conclure. Alors justement, comment échanger avec nous? On est en format webinaire. Vous nous regardez sur LinkedIn. Donc, si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des sujets que vous souhaiteriez aborder avec nous, eh ben, n'hésitez pas à faire apparaître tous ces éléments dans le champ commentaire qui est en bas de votre écran LinkedIn et les questions remonteront naturellement pendant ce webinaire. Bon, super. Merci beaucoup, Jean-Marc. Alors, en introduction, on voulait faire un petit retour sur un benchmark qu'on avait fait auprès de 70 entreprises, qui était un benchmark autour de ce que font, ce que vivent les directions de transformation. Et le résultat de ce benchmark, et qui a été fait en 2025, c'est de dire, bon, les directions de transformation, c'était un des résultats, elles sont confrontées à des grands sujets liés à l'excellence opérationnelle, donc comment faire mieux, moins cher, à des réorganisations, à des déploiements IT et à des sujets de transformation culturelle. Alors la question qui se pose, c'est en 2026, est-ce que ça a changé? Quelles sont justement, si on fait un peu de prospective, les tendances lourdes et les ruptures qui sont arrivées depuis 2025. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'elles sont significatives? Et qu'est-ce qu'elles induisent en termes de transformation? Et donc, c'est pour ça qu'on donnera aussi quelques exemples de transformation. L'objectif, vraiment, c'est comme le disait Jean-Marc, c'est d'ouvrir un débat. Donc, la présentation qu'on va faire avec Frédéric dans les 20 minutes qui viennent vise vraiment à brosser un tableau, un panorama un peu général. Et puis, pour échanger, et chacun de vous peut aussi partager ce qu'il vit ou ce qu'il prévoit de vivre en 2026. Alors, je pense qu'on peut aller directement sur les tendances lourdes et les ruptures. Alors, en termes de prospective, les tendances lourdes, c'est vraiment
ce qui arrive, ce qui est déjà là. Et les ruptures et les enjeux, et on a mis en face des tendances lourdes les enjeux pour les entreprises. Alors, on va commencer avec un bloc qui est le bloc des tendances réglementaires. Aujourd'hui, il y a toujours eu des changements réglementaires, mais il y en a qui arrivent, qui sont un peu nouvelles ou qui arrivent plus fortement. Je pense à toutes les réglementations autour de l'IA, avec l'IA Act, la maîtrise des risques autour de l'IA. Il y a DORA qui se poursuit. Il y a toutes les réglementations RGPD qui vont se durcir. Et puis, il y a des nouvelles réglementations, enfin, nouvelles, qui ne sont pas nouvelles, mais qui vont s'affirmer autour de la responsabilité sociale et environnementale, donc avec l'obligation pour les entreprises de mettre en place des KPI autour de leur impact environnemental. Voilà, donc ça, c'est un enjeu fort et pour les entreprises, parce qu'il va falloir que les entreprises s'adaptent en continu et peut-être en faire aussi une opportunité de ces tendances réglementaires. Voilà. La deuxième tendance lourde qu'on observe, c'est les évolutions du contexte national, le contexte français. On voit qu'il y a une instabilité plus forte au niveau fiscal, mais aussi social, avec des difficultés croissantes pour les entreprises à recruter, une évolution des modes de travail depuis quelques années qui arrive. Donc, il y a un enjeu fort autour de cette tendance lourde, c'est que chaque entreprise arrive à préserver son attractivité pour avoir comment dire, des collègues, des collaborateurs qui soient durables dans le temps notamment. Voilà. Une troisième tendance lourde sur laquelle on voulait insister, que tout le monde observe, hein, c'est l'IA qui arrive, à la fois pour automatiser certaines tâches et donc plutôt sur des logiques d'efficacité opérationnelle, et puis l'IA générative aussi pour aller plus vite sur certains sujets. L'enjeu pour les entreprises, c'est vraiment de rester compétitif. Pourquoi? Parce qu'on est un peu dans une course à l'IA, c'est-à-dire que les dernières années, les entreprises ont testé l'IA, ont fait un petit peu d'efficacité opérationnelle autour de ça. Assez peu d'entreprises ont changé leur modèle économique fondamentalement, mais certaines commencent à entamer des changements de business model plus profonds. Mais la question pour les entreprises, pour continuer à être performantes par rapport vis-à-vis d'autres entreprises qui commencent à intégrer l'IA plus fortement, c'est un peu cette logique de course. Donc, il y a vraiment un enjeu de compétitivité de l'entreprise en s'appropriant l'IA, en tout cas aussi vite, voire plus vite que leurs concurrents. Voilà. La quatrième tendance lourde qu'on voulait mettre en avant, c'est le risque cyber. On voit avec le contexte géopolitique que des nations se sont organisées, que des groupes privés se sont organisés pour augmenter l'intensité des attaques cyber. Donc c'est un enjeu très fort pour les entreprises qu'on a envie d'appeler, qu'on propose de mettre en exergue autour de la réputation. Notamment la réputation d'une entreprise à préserver les données de ses clients. Et on a tous reçu des emails, je suis sûr, dans les mois, voire les semaines, voire les derniers jours, où une entreprise nous rassure sur le fait que les données n'ont pas été perdues malgré une attaque cyber. Mais c'est un risque qui augmente et qui continue à augmenter. Voilà. L'autre tendance lourde, c'est l'évolution du contexte international. Bien sûr, il y a le contexte sécuritaire, mais il y a un peu cette fin du multilatéralisme. Et ça pose une question fondamentale pour certaines entreprises sur les ruptures de chaînes logistiques. On l'a vu déjà avec le Covid. Frédéric, tu pourras peut-être en parler pour ton expérience chez Renault, mais les ruptures de chaînes logistiques ont fait repenser complètement les systèmes d'approvisionnement de matières premières, mais font poser aussi des questions en termes de souveraineté et de risque sur des objets dont on est dépendant. On est dépendant aujourd'hui de certains moteurs d'IA, on est dépendant de certains logiciels, et puis il peut y avoir aujourd'hui, on n'est pas à l'abri d'une décision subite d'un gouvernement de couper l'accès à certains services qui sont aujourd'hui qui contribuent à la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc l'enjeu fort pour les entreprises autour de ça, c'est de maîtriser les coûts en cas de rupture de chaîne et d'avoir une chaîne logistique qui soit la plus résiliente possible. Et la dernière tendance lourde qu'on voulait mettre en avant, c'est l'évolution du contexte économique.
Et donc, aujourd'hui, on est dans un univers où, bon, on parlait de la mondialisation, mais où il y a aussi on l'a vu avec l'augmentation des taxes, aux États-Unis. La Chine, par exemple, a décidé d'investir et de cibler l'Europe beaucoup plus fortement. Donc, on voit arriver, et c'est encore à toute petite échelle, des produits et des services venant de Chine, mais ça va s'accentuer énormément. Donc, et on sait que la Chine est très innovante dans plein de domaines et qu'aujourd'hui, son marché à elle lui suffisait et qu'elle va probablement venir plus fortement vers l'Europe dans les années qui viennent. Donc, ça pose une question de s'adapter en continu, innover pour rester performant. Mais ça pose aussi des questions il y a des nouveaux marchés, mais ouvrons aussi nos nouveaux marchés. Voilà. Donc, en tout cas, le contexte économique mondial a fortement évolué. Et je pense qu'on peut parler de rupture avec l'arrivée du jeu des taxes imposées par les États-Unis. Et ça rebalance en tout cas beaucoup de choses. Et ça a un impact aujourd'hui visible pour les entreprises, mais dont on a du mal à anticiper les tendances. Jean-Charles, est-ce que ça veut dire qu'on quitte un peu sur ce quatrième sujet que tu as évoqué, sur l'évolution du contexte international, pardon, ce cinquième? Est-ce que ça veut dire qu'on quitte un peu le dogme de la performance pour aller vers des modèles plus robustes qui seraient capables d'encaisser des chocs de taxes, des chocs de rupture de chaînes logistiques? Oui, oui, alors il y a des gros débats qui ont démarré il y a quelques années, mais qui sont plus forts aujourd'hui entre c'est quoi la performance d'une entreprise? Est-ce que c'est son efficience ou est-ce que c'est sa résilience? Et en fait, la performance de l'entreprise, c'est peut-être un mélange des deux. Et là où les entreprises cherchaient à être très efficientes, elles vont peut-être chercher à être plus résilientes demain. Oui, en tout cas, trouver un équilibre entre la résilience et la performance, c'est-à-dire savoir absorber des chocs, quitte à dégrader un peu son efficacité, son efficience aujourd'hui. Et c'est peut-être ça la nouvelle définition de la performance pour les entreprises. On reviendra dessus un petit peu plus tard. Oui, alors je vais peut-être compléter un petit peu parce que justement, moi, je peux donner un regard, alors notamment avec ce que je peux observer dans les entreprises industrielles et fortement technologiques. Et effectivement, ce que je constate, c'est que la demande et l'exigence de performance, elle reste très très forte dans cet environnement très compétitif justement. Mais il y a la question de la résilience et de la durée et finalement de l'horizon de temps sur lequel finalement on se projette pour l'évaluer, qui est une vraie question qui ressort. Et ce que j'ai fait là dans cette page, c'est j'ai essayé en observant un peu vraiment des équipes aussi pas mal sur le terrain, de voir quelles sont les nouvelles exigences qui se déduisent de ces enjeux que Jean-Charles vous a montrés. Et ce n'est pas exhaustif, mais il y a quelques points clés que je note quand même qui apportent une vraie rupture. On pourrait qualifier d'une rupture un peu systémique sur la façon de travailler, de s'organiser dans les entreprises. Alors le premier, et c'est l'exemple chinois que tu évoquais, Jean-Charles, il est très fort dans l'automobile, c'est qu'il y a une exigence nouvelle d'accélération et de vitesse pour, par exemple, sortir des nouveaux modèles automobiles. Et ça, les Chinois sont très forts sur ce sujet-là. Ils nous montrent que c'est faisable. Là où on faisait en 3 ans ou 4 ans en Europe de l'Ouest, les Chinois font en 2 ans. Donc, ils nous challengent. Et ce faisant, ils sont aussi plus performants économiquement, parce que quand on va plus vite, généralement, on est meilleur en coût. Et là, ça pose la question en particulier en termes d'impact dans nos organisations sur les modèles de collaboration et de prise de décision. Je vous donner un exemple. L'échelle de temps de prise de décision en Chine, c'est plutôt la journée, là où parfois dans nos organisations, il nous faut plusieurs semaines pour aboutir à une décision. Et donc, le risque associé à ce premier item, c'est que finalement, notre résilience, elle se trouve dégradée au sein de l'organisation ou en lien aussi avec les relations contractuelles qu'on peut avoir, parce qu'on a une culture extrêmement contractuelle chez nous, qui fait que parfois ça prend plus de temps et donc ça s'oppose à la vitesse. Ça, c'est un premier élément, une première exigence qu'on observe et avec des impacts et des risques. Le second, bien sûr, tu l'as cité, c'est l'utilisation massive de l'IA. Comme tu le dis, ça impacte directement le travail concret des acteurs dans les organisations et la manière d'organiser les activités. Et je dirais que le risque associé là-dessus, c'est que celui qui
et tout le monde, j'observe vraiment tout le monde déploie l'IA, met beaucoup de moyens pour introduire les LLM, développer des agents IA, des multi-agents, etc. Maintenant, il y a vraiment un enjeu d'arriver à faire ça en créant une vraie valeur ajoutée et qui évite en termes de risque de dégrader de la performance ou bien de ne pas réussir à prendre le train de l'IA, penser y être et finalement s'apercevoir que les concurrents en ont tiré un vrai bénéfice et que l'IA peut être aussi quelque part un leurre qui, dans certains cas, s'il est mal intégré, ne crée pas un vrai bénéfice pour les organisations. Le troisième que j'observe, alors ça dure depuis longtemps, c'est qu'il y a toujours un espèce de rêve prométhéen de la digitalisation end-to-end. Demain, les data vont permettre de savoir à tous les niveaux et à tous les horizons de l'entreprise ou des organisations où est-ce qu'on en est, comment on avance, quels sont les risques, avec un enjeu de prioriser le sujet de la data avant tout, la data à jour, parce que si on n'a pas de data à jour, on n'y arrive pas. Les outils se modernisent, la digitalisation progresse, mais on peut arriver dans des situations, et ça on l'observe aussi, à ce que la question de la place des individus et finalement la manière d'organiser l'activité, comment elle se situe, est-ce que tout le monde est au service de la data? Ça peut être un risque dans certaines organisations de perdre de vue que ce qui font la valeur, ce sont les individus et les collectifs. Et ceux-ci peuvent être fragilisés si le discours n'est que digitalisation et data. Et ça, j'ai observé que ça peut être aussi un risque, en tout cas, j'ai observé ce risque assez récemment. Bon, l'incertitude, tu en as parlé. Plus ça augmente, plus on observe quand même que la demande de mise en place de systèmes de contrôle et de reporting augmente. Alors, ce qui est quand même paradoxal, parce que plus on est dans l'incertitude, moins on sait prévoir. Or, beaucoup de dirigeants, dans cette situation-là, et c'est forcément une certaine anxiété, demandent plus de prévision et plus d'analyse pour savoir où est-ce que ça va aller. Et ça, c'est un petit peu antinomique. Et je pense que là-dessus, ça peut conduire à un risque d'impasse un peu organisationnel parce qu'il faut aussi accepter une part d'incertitude et par contre être extrêmement performant dans la gestion des risques et la réactivité. Et puis le dernier axe en termes d'exigence et d'impact, c'est vraiment depuis le Covid, et ça continue, on est souvent dans des organisations avec des ressources très distribuées, beaucoup de télétravail, des gens qui sont plus forcément centrés ensemble, en équipe, pour avancer, et donc un collectif qui, j'observe, risque de perdre en cohésion si on ne le travaille pas. Et finalement, c'est aussi une conclusion de tous les autres impasses, que toutes les autres exigences que j'ai citées dans cette page, que ce soit la vitesse, l'IA, la digitalisation ou l'incertitude, ça peut peser sur les collectifs. Donc, savoir finalement adapter, reconstruire des collectifs pour assurer la cohésion, on sait que ça, c'est un facteur de performance à court ou moyen terme, y compris d'ailleurs dans la perception des collaborateurs vis-à-vis de l'organisation dans laquelle ils se situent, en termes de motivation et d'engagement. Donc, ce levier du collectif est un levier extrêmement important. Et là aussi, il y a des enjeux à prendre en compte pour les maintenir au meilleur niveau, pour être dans une logique, comme on le disait, d'une vraie performance durable dans les organisations. Voilà. Oui, je rebondis sur ce dernier point. On le voit dans les groupes d'échange et chez nos clients, il y a un vrai sujet autour de l'engagement du collectif, l'engagement des collaborateurs pour l'entreprise, avec l'entreprise. Donc il y a un sujet d'alignement aussi entre les enjeux de l'entreprise, les enjeux collectifs, les enjeux individuels, qui a toujours été vrai, mais qui est encore plus fort aujourd'hui avec ce que tu mentionnais, le contexte d'incertitude. Donc chacun a besoin à la fois d'être rassuré et à la fois de sentir qu'il contribue à quelque chose qui a du sens. Donc tout ça, ça amène quand même à devoir adapter et à réfléchir dans beaucoup d'organisations sur la façon dont le modèle de l'entreprise ou de l'organisation s'adapte, réfléchit et évolue pour justement prendre en compte ces différents facteurs. Je prends l'exemple de la digitalisation end-to-end. Finalement, on a rarement quelque chose de complètement abouti dans les organisations. Il y a toujours des difficultés, des datas pas à jour.
Et moi, j'ai observé que dans certains cas, des acteurs qu'on interviewe nous disent je me retrouve de plus en plus à passer plus de temps à documenter des bases qu'il faut mettre à jour en permanence que à construire une vraie valeur ajoutée par mon activité. Je me pose même la question quel sens ça a. Pourquoi est-ce que j'ai fait des études d'ingénieur assez poussées pour rentrer dans des systèmes et des données qui finalement ne communiquent pas encore tout à fait bien tout ensemble. Voilà, et donc ça pose la question de l'engagement derrière des acteurs. Il y a un bon sujet sur les compétences. Je propose qu'on switch face à ces tendances lourdes. On a identifié quelques exemples de transformations qui répondent à ces tendances. Et j'en profite pour Oui. solliciter toutes les personnes qui me suivent. N'hésitez pas à partager vos questions via le fil de commentaires dans la page LinkedIn. Voilà. On prendra le temps d'y répondre, bien sûr, dans quelques instants. Alors, les exemples de transformation qu'on va citer, on va les citer assez rapidement pour laisser la place un peu aux échanges, mais ils sont assez, je dirais, vous allez retrouver des typologies de transformation qu'on a déjà, mais on estime qu'en 2026, il va falloir mettre encore plus l'effort sur cette typologie de transformation. Alors, c'est parti. Alors, il y a le premier regroupement de transformation, c'est tout ce qu'on met autour des transformations numériques et technologiques. Bon, bien sûr, on a cité l'IA, avec la logique de réduction des coûts autour de l'IA, mais aussi tout ce qui est la donnée. Et Frédéric, tu le mentionnais, il y a plusieurs manières de voir la donnée, mais en tout cas, la donnée est de plus en plus cœur pour les entreprises. On parle de valorisation de la donnée, on parle de comment le modèle de l'entreprise s'appuie sur les données pour mieux anticiper des tendances ou mieux gérer son business. Voilà. Donc toute cette logique d'être data-driven continue à émerger, mais émergera de plus en plus fort cette année, et notamment autour de la protection de la donnée, si elle devient un actif critique de l'entreprise. On va parler de cybersécurité intégrée, où en termes de sécurité, il va falloir converger vers des exigences réglementaires, et protéger sa réputation. Voilà. La deuxième type d'exemple de transformation, qui émerge en 2026, mais qui était déjà là, mais qui va être encore plus fort, c'est tout ce qui tourne autour de la transition écologique et de la responsabilité sociale, environnementale et économique. La logique de décarbonation des activités, c'est-à-dire comment, dans le modèle économique, on induit le passage aux énergies renouvelables, des optimisations logistiques, les logiques d'économie circulaire, on voit beaucoup d'entreprises passer éco-innover, introduire l'éco-conception dans leurs produits, parce que dans la chaîne de valeur, et pas seulement en termes de marketing, l'éco-conception peut avoir un impact positif sur le modèle économique. On peut produire moins cher certaines choses. Les logiques de recyclage, voilà, tout ce qui est modèle de développement d'affaires plus durable. Voilà. Le reporting extra-financier, qui va être de plus en plus regardé, c'est comment on valorise des KPI environnementaux qui intéressent notamment les directions financières, parce qu'elles vont être challengées là-dessus. Et ça, c'est une ingénierie qui est spécifique et qui n'est pas si simple. Comment on démontre que notre modèle économique d'entreprise est sustainable. Donc, il y a des normes et des réglementations qui arrivent et qui vont être à la fois de plus en plus contraignantes, mais qu'on peut voir aussi comme une opportunité pour valoriser des modèles économiques plus vertueux. Et je suis persuadé que la France a une carte à jouer sur la carte internationale sur le sujet, dans le cadre de grands appels d'offres internationaux, parce que on le voit dans les appels d'offres, ce sont des critères qui font gagner des points. Ne serait-ce que l'image, par exemple, des Jeux Olympiques, qui ont donné une image de la France dans le monde sur ce sujet particulièrement réussi. Exemplaire, tout à fait. Ouais. Oui. La troisième type de transformation, c'est comment on adapte nos modèles économiques à un nouvel écosystème. On parlait
des supply chains qui sont complètement revisitées aujourd'hui, hein, pour diminuer les dépendances vis-à-vis de tiers qui étaient nos amis et qui le sont peut-être plus, notamment. Mais du coup, la création de chaînes de valeur, elle va se faire avec des écosystèmes de partenaires qui vont probablement être différents, peut-être plus locaux ou comme on dit, mais en tout cas avec probablement d'autres partenaires. Il faut identifier ces nouveaux amis. Il va falloir adapter les offres au marché qui évolue et diversifier ces marchés. On parlait de l'arrivée de la Chine, mais on peut aussi se dire, avec l'évolution de la géopolitique mondiale, est-ce qu'il faut que nos entreprises se tournent plus vers d'autres continents? L'Afrique, par exemple, ça a toujours été un marché à potentiel, mais qui n'est, pour les entreprises françaises notamment, qui est assez peu regardé par certaines entreprises en tout cas. Et est-ce que le contexte économique doit re-questionner là où on dirige notre effort en termes de business développement? Voilà. Les potentiels de développement. Le quatrième exemple de transformation, et encore une fois, c'est pas exhaustif, hein, ce qu'on présente, c'est tout ce qui est lié aux compétences, à l'organisation, mais c'est le maintien, non seulement le maintien des équipes en place, la sécurisation des forces vives. Et là, on parle pas seulement d'upskilling, mais de reskilling, c'est-à-dire que les compétences se transforment. Donc, comment on accompagne ça en entreprise, hein, il y a des nouvelles compétences qui émergent avec tout ça. On parlait de flexibilité organisationnelle, de résilience. Alors, on voit des démarches de mise d'agilité, de télétravail. Tout ça, ça questionne les modèles managériaux, hein, et je dirais que depuis le Covid, on se pose plein de questions, mais on n'a pas toujours réussi à trouver des réponses aujourd'hui. Et l'exemple que tu donnais, Frédéric, avec les modèles organisationnels en Chine, en tout cas les processus de décision en Chine, font que on doit réussir à être aussi performant que certains concurrents qui émergent encore plus fort. Voilà. Ça veut dire que la culture d'innovation, il va falloir aussi la développer encore plus, et donc être capable pour certaines entreprises de prendre plus de risques, en tout cas de maîtriser ce risque, parce que quand on fait plus d'innovation, ça veut dire qu'on prend possiblement aussi plus de risques. Voilà. Alors, sachant que sur un commentaire sur la culture de l'innovation, il y a deux axes, hein, de cette culture. Il y a un axe vraiment sur les produits ou les services que les entreprises vont offrir, mais il y a aussi un axe d'innovation très important sur la manière de réaliser le travail dans les organisations, à travers de nouveaux outils, de nouveaux moyens. L'IA, c'est une innovation, bien, par exemple, mais aussi des innovations managériales, hein, tout à fait importantes. Oui, tout à fait, qu'il faut. Et parfois, ce deuxième axe est un peu mis de côté dans certaines entreprises qui se focalisent que sur leurs produits. Voilà. On y reviendra, oui. Ouais. Alors, on a à ce stade une question de Nina. Je vous propose de la partager. Peut-être c'était en réaction à ton intervention, Frédéric. Je partage la question à l'écran. Notamment, c'était sur le risque. On parlait des ressources qui sont dispersées un peu partout de manière globale. Et une question de Nina. Risque sur la cohésion. Comment convaincre la génération Z? Pour eux, le télétravail est devenu un incontournable, jusqu'à 100% de télétravail parfois. Ouais, alors là-dessus, il y a différents points de vue, parce que j'avais vu plusieurs études sur cette question du télétravail, notamment pour les jeunes. On a quand même eu, pendant les analyses, pendant le Covid en particulier, des analyses qui montraient quand même qu'il y avait une pénibilité assez forte des jeunes qui étaient 100% en télétravail. Notamment pour des jeunes qui démarrent sans avoir un réseau bien établi dans les organisations, ne pas rencontrer des collègues, se retrouver dans des espaces de travail parfois pas forcément configurés pour, hein, avec à plusieurs quand ils sont. Donc c'est pas forcément chez les jeunes une demande qui était systématique. Par contre, ce qui est vrai aujourd'hui, et ça a été démontré, et c'est pour ça que d'ailleurs le télétravail s'est largement développé, c'est que avoir une dose de télétravail est absolument une condition sine qua non aujourd'hui pour que les jeunes perçoivent qu'ils ont une flexibilité dans leur équilibre professionnel, vie privée, vie professionnelle. 1 à 2 journées de télétravail, ça fait partie des demandes systématiques des jeunes. Le 100% télétravail, ça arrive dans certaines effectivement entreprises
qui ont par exemple très orienté logiciel, où là il y a une modalité un peu plus courante, mais je ne pense pas que ce soit la majorité. Par contre, le télétravail est indispensable à organiser pour les jeunes, 1 à 2 journées par semaine, par exemple, c'est très fréquent. Et là-dessus, il faut effectivement, dans le collectif, apprendre à reconstituer des collectifs, y compris ce facteur-là. Et ça, c'est un challenge pour certaines entreprises qui mêlent à la fois l'organisation des espaces de travail dans l'entreprise. Je prends l'exemple chez Renault, on a réduit de 40% le ratio d'espace de travail par rapport aux collaborateurs. À un moment donné, il y a des gens qui se croisent jamais. Donc, comment est-ce qu'on organise les choses pour que ça se passe mieux, que les gens se connaissent et que le collectif ne soit pas fragilisé. Voilà. Donc, je pense qu'il ne s'agit pas de repousser le télétravail, mais de trouver des modalités qui équilibrent ce bénéfice individuel avec l'intérêt du collectif de l'organisation. Et en termes de, je trouve, c'est une question qui est très compliquée à régler parce qu'il y a une question de les règles qu'on veut mettre en place au niveau de l'entreprise et sur lesquelles personne ne doit intransiger. Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de règles qui sont contextuelles à une équipe et à la manière dont travaille l'équipe, à la typologie d'activité portée par l'équipe. C'est ce que tu disais, Frédéric. Il y a des activités qui sont très propices au télétravail, d'autres qui le sont moins. Donc ça veut dire que les entreprises doivent laisser une marge de manœuvre au manager pour définir aussi des règles qui lui sont contextuelles. Ouais. Et puis, il y a le mot qui revenait souvent avec le Covid, hein, c'est l'entreprise, c'est plus the place to meet que the place to work. C'est comment, quand les personnes sont en entreprise, on profite de ce temps de collectif justement pour créer ce collectif et pour créer cette cohésion. Donc ça re-questionne aussi des modes de travail. Oui, pardon, vas-y. Ouais, ce que je voulais rajouter dans le commentaire que je faisais sur cette question-là, il y avait aussi des ressources distribuées. C'est un autre facteur qui font que dans beaucoup d'organisations, de larges organisations, et ça rejoint d'ailleurs même l'écosystème de partenaires, on a des gens qui sont sur des projets, par exemple, plus internationaux, relativement à distance les uns des autres. Nous, c'est le cas dans l'automobile. Il faut travailler avec des fournisseurs qui sont installés en Chine ou ailleurs. Il faut travailler avec des bureaux d'études de Renault ou de fournisseurs qui sont répartis dans différentes zones géographiques. Et ça aussi, c'est un enjeu parce qu'on sait que pour aller vite, il faut qu'il y ait une très forte cohésion. Il faut qu'il y ait une circulation d'informations optimale. Et donc, c'est un vrai challenge, au-delà du télétravail, de comment on peut apprendre à mieux travailler avec de la distance. C'est quoi les conditions de réussite? Est-ce qu'on peut imaginer que les personnes qui travaillent ensemble ne se soient jamais rencontrées? Je ne pense pas, mais ça, il faut le prendre en compte dans les organisations. Et j'observe que dans beaucoup d'industries, on a ces configurations-là aussi qui existent en surplus du télétravail dont on vient de parler. Merci. On a une seconde question qui est arrivée. Ouais. Je vous propose de la partager, puis dites-moi en fait si c'est le bon moment pour l'évoquer ou pas. On a une question de Chémé. Quelles sont les compétences comportementales clés que les managers doivent développer pour accompagner efficacement cette transformation? Alors là, on pourrait y passer la journée, hein, mais c'est une question très, très intéressante. Mais sur les 4 transformations là qu'on a présentées qui figurent à l'écran, est-ce qu'il y aurait un ou deux savoir-être, ou en tout cas des compétences, clés à activer ou à renforcer? Alors, on va l'évoquer un peu après, mais quand on parle de manager, il y a plusieurs niveaux de management. Il y a le niveau de la direction, du codir, il y a le niveau des managers intermédiaires, et donc les compétences seront probablement un peu différentes. J'en citerai une parce que je terminerai là-dessus tout à l'heure, c'est la capacité d'alignement. Si on parle de compétences comportementales, c'est la capacité de s'aligner avec d'autres managers, entre managers. Il y a, à mon sens, beaucoup de transformations ont du mal à avancer par un défaut d'alignement entre management, membre du CODIR et directeur de business unit, chaque transformation impacte la business unit différemment. Certains créent des bénéfices dans une business unit et des contre-bénéfices qu'un manager juge trop impactants. Donc, il faut que les managers, encore plus qu'avant, pensent en termes de nous plutôt qu'en termes de je.
Et donc, dans le contexte un peu d'incertitude, la capacité, et c'est un comportement des managers et à s'aligner va être vraiment crucial. Voilà. Si Et je ça veut dire que certains managers fassent des compromis, c'est-à-dire dans le cadre d'une transformation, que certains managers acceptent que leur business unit, par exemple, perde dans la transformation, mais pour que l'entreprise au global y gagne. Voilà. Pardon. Ouais, pour compléter sur un ou deux points, parce que c'est sûr qu'on peut développer beaucoup cette question-là, mais je pense pour faire le lien avec le collectif, la capacité à entraîner et constituer un collectif, je pense que c'est une compétence clé des managers à tous les niveaux. Et derrière ça, il y a une question d'exemplarité souvent, et puis un sujet de fond qui quand même traverse beaucoup de nos entreprises occidentales, je pense, en tout cas celles que je peux connaître, qui est comment, en tant que manager, je développe ce que l'on appelle la responsabilisation et l'autonomie au sein de mes équipes. Aujourd'hui, ce levier-là, je reviens sur la question de la vitesse et je reviens sur l'expérience que je peux avoir moi, dans d'autres cultures, en Asie par exemple, en Chine ou en Corée. On voit bien que le manager occidental, voire le manager français en particulier, veut être en permanence hands-on sur tout ce qui se passe en termes d'activité, avec beaucoup de contrôle et de suivi, pour apporter peut-être un savoir-faire personnel en plus de ce que les équipes peuvent faire, mais n'est pas toujours orienté pour dire comment sur le long terme mes équipes gagnent en autonomie, comment elles sont plus responsabilisées, et finalement comment l'équipe à l'ordre 1 est le premier levier et la première ressource pour traiter les problèmes, lever les difficultés, sans forcément que le manager soit là. Et le manager, dans cet esprit-là, devient plus une aide, un appui que finalement un donneur d'ordre extrêmement, on va dire, précis sur comment conduire les activités. Je pense que cet enjeu-là, pour moi, et cette compétence, elle est clé. Ouais. Oui, et puis la responsabilisation et le fait de se sentir autonome contribuent fortement à la motivation. Et je suis d'accord avec toi, il va y avoir des enjeux de motivation dans les entreprises, dans le contexte un peu d'incertitude 2026 qui vont être très forts. On passe au... Voilà. On a encore une question, mais je vous propose de parcourir tout à l'heure. Oui. Super. Alors, quelques actions, quelques lignes de force, mais c'est pas forcément exhaustif, mais on peut les passer maintenant. En 2026, et plus que jamais, voilà, les entreprises vont devoir développer leur capacité à se réinventer face aux évolutions du marché, développer leur résilience tout en préservant leur compétitivité. On en a parlé, hein, c'est quoi la performance? C'est probablement un équilibre entre être efficient et être résilient. Développer leurs partenaires sur des chaînes de valeur, pour sécuriser leur chaîne de valeur avec probablement des nouveaux partenaires, leurs nouveaux amis, voilà, qui sont leurs nouveaux amis. Peut-être qu'il va falloir réinternaliser certaines choses aussi, ou voir créer des entités qui permettent de sécuriser ces chaînes de valeur. Développer plus que jamais leur capacité à se transformer en continu. On parle beaucoup et on accompagne souvent nos clients sur leur capacité de transformation, donc à installer ce qu'il faut pour que les entreprises aient la capacité à se transformer en continu. Et l'appétence au changement est un des facilitateurs de la transformation en continu. Donc, et développer l'appétence au changement, ça se fait dans le temps. Mais voilà. Alors, il va falloir choisir les bons combats, c'est ça. Alors, un complément peut-être sur les partenariats, il y a aussi deux volets. Il y a le volet, comme tu le disais, d'aller vers de nouvelles opportunités, mais il y a aussi de réfléchir à comment, avec les partenaires existants, peut-être les frontières sont à revisiter, les frontières contractuelles, parce qu'on voit bien que pour réussir, il faut être généralement un certain nombre autour de la table pour partager des objectifs en commun. Et donc, ce n'est pas toujours exactement ce qui se joue dans les relations, on va dire, plus commerciales ou contractuelles. Si je prends l'exemple de l'automobile, apprendre à travailler avec nos fournisseurs pour être plus efficace collectivement, c'est un énorme levier qu'il faut savoir mettre en musique parce que ça ne coule pas de source, puisque l'histoire, c'est que on essaie de négocier au mieux avec chacun le meilleur coût. Oui, tout à fait. Je propose de passer la conclusion et après de répondre à la question qui est posée. On a
mis 3 A, les 3 A en 2026. Le triple A 2026. Euh, Alors, le triple A, hein, le triple A. Ah oui. Bon, alors le premier A, c'est l'accélération. Voilà, être capable d'accélérer, faire plus vite et mieux. C'est l'arrivée de l'IA. Enfin, on parle d'efficacité opérationnelle, notamment, pas que, mais il y a une course à l'efficacité opérationnelle qui s'accélère avec l'arrivée de l'IA. Et ça peut être très violent dans certains secteurs. Notamment dans celui du développement logiciel, où il y a des choses qui arrivent et qui font que on peut faire 2 fois, 3 fois plus vite ce qu'on faisait avant, et ceux qui prendront pas le train en route pourraient disparaître. Le deuxième A, c'est l'adaptation, et on en a parlé, hein, comment développer sa résilience, faire face à la pénurie de talent, donc faut réussir à s'adapter. Gérer l'incertitude devient une constante, donc travailler sur cette résilience dont on a parlé. Et le troisième A, donc, ça veut dire qu'on quitte un monde de moyenne pour aller vers un monde d'écart type ou de variation, c'est ça? ouais, j'aime bien ton aspect. Et l'alignement, j'ai envie de mettre le terme de la confiance. L'alignement, il est à plusieurs niveaux. Et il est au niveau individuel, c'est-à-dire que soi-même, être aligné avec ce qu'on fait, encore plus, ça a toujours été le cas, mais être aligné avec ce que fait l'équipe et ce que fait l'entreprise. Ça veut dire que ce travail d'alignement de l'entreprise, c'est-à-dire de fixer un cap, une direction, il va falloir être très fin. Et je parlais de cette capacité d'alignement entre les managers à haut niveau et qui n'est pas toujours en rendez-vous, ou en tout cas qui est difficile à obtenir. Je pense que les transformations en 2026 vont devoir mettre l'effort sur l'alignement par rapport voilà, une stratégie, et que cet alignement soit partagé avec le terrain. Voilà, pour engager les hommes dans l'avenir de l'entreprise. Et créer quelque part une sorte, dans cet environnement qui est un environnement un peu d'incertitude, créer une sorte de cocon dans lequel on se sent bien parce qu'on est aligné avec une vision. Engager Voilà, les hommes et les femmes, bien sûr. bien sûr. Je pense que la diversité fait partie aussi d'un enjeu très important. On le voit dans les organisations qui ont réussi ce levier-là. Je crois qu'il y avait une question. Est-ce qu'on Oui. on a le temps de la On a prendre? encore, bien sûr, on a encore une question, on va peut-être un peu dépasser, mais c'est pour la bonne cause. On a une question de Dominique Cos. Alors, c'est intéressant parce que les questions remontent quand même globalement sur l'implication, l'engagement, la cohésion du collectif. Donc, la question de Dominique est la suivante. Le manque de collectif, donc de reconnaissance, d'engagement, d'intelligence collective et des organisations qui peinent à s'ajuster rapidement sont des constats qui semblent largement partagés par tous. Est-ce que vous évoquiez, ce que tu évoquais, Frédéric, en début de présentation? Les entreprises françaises semblent avoir beaucoup de mal à évoluer sur ce sujet et la France est désormais dans le bas du classement sur ces thèmes en Union européenne. Quelles pistes pour changer la donne en profondeur sur ces sujets? Alors, on évoquait la capacité d'alignement, mais pas que. Pas que. Tu veux démarrer, Frédéric? Ouais, ben je pense que bon, on voit bien que la France déjà a peut-être un handicap culturel, y compris en Europe, sur cette question, si on peut comparer à la Grande-Bretagne ou d'autres. Quand on connaît des jeunes qui ont fait leurs études en Grande-Bretagne ou qui font leurs études en France, on a quand même un système qui est très poussé vers l'individualisation de la performance et pas toujours tourné vers le collectif dès la phase d'études et avant d'arriver en entreprise. Une fois qu'on a dit ça, moi je pense que pour changer en profondeur, c'est effectivement une évolution d'une culture managériale. Je pense que les jeunes poussent cette évolution-là. Moi, je le vois dans des grandes organisations. Et donc, c'est tout l'enjeu des managers et des dirigeants des organisations, d'une part, de percevoir cet enjeu. Et en fait, par rapport à ce que disait Jean-Charles, il est évidemment très lié à ce que l'on voit sur l'adaptation. La pénurie de talent va être, si les entreprises n'y prennent garde, un énorme problème pour beaucoup d'organisations. Ils ne trouveront plus les talents nécessaires à fonctionner dans leurs entreprises. Et donc, si cette prise de conscience émerge auprès des managers, je dirais que pour changer la donne, soit ils ont déjà
une vision de comment s'y prendre, soit ils doivent aussi, à mon avis, se faire aider ou se faire accompagner pour mener ces transformations. Et là, je rebondis sur le groupe d'échanges qu'on a entre plusieurs entreprises, dont parlait Jean-Marc tout à l'heure en introduction. Quand on voit ce qui se passe dans les entreprises, réussir une transformation, c'est un vrai projet en soi, ça demande de vraies compétences, ça demande un investissement, et c'est ça l'enjeu pour moi, c'est que prise de conscience, premier niveau, et deuxième niveau, eh ben, engager un vrai programme avec un fort sponsoring. Et là, je pense qu'on peut faire bouger les lignes. En tout cas, j'ai l'exemple de ce qui est en cours chez Renault actuellement, justement sur ce thème-là. Et c'est un investissement sur du moyen terme au sein de l'entreprise. Voilà, donc prise de conscience et accompagnement, mais je pense que c'est possible. Et on l'a Oui, vu sur tout à fait. certaines entreprises, sur des horizons de temps qui sont pas du court terme. Il faut sortir dans un an, on va avoir corrigé. Si je prends l'exemple de Michelin qui a réussi une transformation depuis assez longtemps dans ce domaine-là, c'est une transformation qui dure depuis 10 ans. Et d'ailleurs, je pense qu'encore aujourd'hui, ils sont en train de faire, si je puis dire, du Kaizen, si je reprends une approche plus de lean, sur comment je continue d'améliorer le dispositif. Et pour rebondir sur ce que tu dis, pour le compléter, les nouvelles générations sont plus, comme tu les mentionnes, sont un peu plus tournées vers le collectif parce qu'ils ont une éducation qui est plus, je vais pas dire qui est plus anglo-saxonne, mais qui est plus ouverte sur l'international, donc qui met le collectif un peu plus en avant que ce que peut-être notre génération a vécu. Et si on voulait induire une rupture ou accélérer la tendance, peut-être qu'il faut repenser les modèles managériaux et faire en sorte que le management intermédiaire soit tenu par des jeunes. C'est un modèle que je trouve intéressant. Les anglo-saxons le font beaucoup, c'est-à-dire qu'on ne devient pas manager parce que ça fait 20 ans qu'on est en boîte et qu'on a un niveau de salaire qui a monté progressivement avec le temps, et donc on est obligatoirement dans la grille des managers. Non, dans beaucoup d'environnements, d'autres pays, on est manager parce on a de l'énergie, parce qu'on est jeune, et parce qu'on est jeune, on a de l'énergie. Donc, que des boîtes se questionnent en se disant, on met un jeune de 28-30 ans à la tête d'une équipe de management, quitte à ce qu'il redevienne expert 10 ans après, ça peut être une manière d'introduire des ruptures sur ce thème-là. Merci, messieurs. De mon point de vue. Je regarde le temps, il est midi 20. Est-ce qu'il y a peut-être un mot en conclusion? Oui, Frédéric, tu veux dire un dernier mot et puis je conclue derrière? Oui, moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que je suis déjà merci d'avoir organisé cette session. Cet échange était très intéressant. Et je reste, moi, très convaincu que le monde d'aujourd'hui est vraiment dans une rupture assez systémique qui touche pas mal de champs qu'on a balayés aujourd'hui, et il y en a d'autres. Et que face à cette situation, c'est à la fois extrêmement enthousiasmant de se dire qu'il y a une place pour l'innovation et pour la réflexion et pour inventer des nouveaux modèles. Et je pense que beaucoup d'organisations, de patrons d'entreprise savent qu'ils doivent évoluer et inventer ces nouveaux modèles, ces nouveaux outils. Donc je pense qu'une fois qu'on a cette condition-là, il y a vraiment de grandes opportunités, et je suis assez positif parce que on a une capacité de s'adapter et de réagir dans laquelle j'ai assez confiance. Et tout ça, c'est le mot-clé pour moi, comme tu le disais Jean-Charles, c'est la capacité à être confiant dans ces organisations, dans ces équipes, pour avancer face à ces bouleversements. Mais les bouleversements sont vraiment en cours. Oui, et là, si on fait une synthèse, ces ruptures qui arrivent et qui sont plus fortes en 2026, je trouve en tout cas, peuvent faciliter la vie de beaucoup de managers qui ont plein de bonnes idées pour les mettre en œuvre. Donc il faut, j'allais dire, profiter de ce contexte qui est quand même qui change la donne depuis pour mettre en place des choses que beaucoup de managers, et on a des managers formidables en France, Ouais. puissent mettre en œuvre et actionner en s'appuyant sur ces ruptures. Ouais, on a un énorme potentiel et levier avec les managers des entreprises, notamment les jeunes, qui ne demandent qu'à rentrer dans un mouvement de mise en œuvre de ces innovations, de ces adaptations. Je l'expérimente chez Renault, dès qu'on les mobilise, ils sont à fond, il n'y a aucun problème. Ce qu'il faut, c'est que l'entreprise prenne conscience et décide d'y aller.
Et leur faire confiance. Et oui, Exactement. tout à fait. Confiance et alignement, un des 3A pour 2026. Écoutez, merci beaucoup pour votre participation. Merci Frédéric d'avoir partagé ton expérience. Merci Merci à Jean-Charles, vous. merci Frédéric, c'était un échange très intéressant. On m'a simplement renvoyé sur LinkedIn qu'il pouvait y avoir des problèmes de bande passante. J'espère que tous nos spectateurs auront pu bien suivre ces débats. Et puis, à nouveau, merci. Nous vous tiendrons au courant des prochains webinaires Anthrope dans les semaines et les mois qui viennent. Merci à tous et très bonne journée. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.